D'accord. Donc il faut bien cerner le cours à la BPC. Tant mieux, elle est grippée à Camar de Chemelite, donc comme ça. Très grippée, non, 3 semaines, hein, c'est la contamination faite. Ça, c'est des complications de la grippe. Heureusement, je suis dit que le cours va être là. Je vais vous faire un peu de temps. Dites François la pour le moment. Donc, le temps qu'il installe le cours de tabagisme, est-ce que vous avez des questions? Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris de la BPCE? Oui. Je vais comprendre pourquoi il n'y a pas d'hypocratisme digital dans la BPCE. Par contre, on a dit que dans l'emphysème centrolobulaire, on a l'emphysème centrolobulaire. Oui. Emphysème pulmonaire. Le cours de l'emphysème pulmonaire, dans le tableau, on a dit. Oui, il faut lui poser la question là. Moi, dans la BPCO, il n'y a pas d'hypocratisme digital. Il n'y a pas d'hypocratisme digital parce que l'hypoxie, elle est très progressive et les mécanismes ne sont pas très expliqués. L'hypocratisme, normalement, c'est une pathologie chronique. Elle peut être pulmonaire et elle peut être obstrupulmonaire. L'hypocratisme n'est pas seulement dû à un problème pulmonaire. Il y a des pathologies comme la dénutrition, etc. On peut avoir des problèmes d'hypocratisme digital, c'est-à-dire que c'est une souffrance chronique. Donc elle peut être d'origine hypoxique comme elle peut être, c'est-à-dire non hypoxique. Donc c'est pour le centrolobulaire, pourquoi? Dans le centrolobulaire, on sait que l'emphysème, c'est une destruction complète le centre et le lobule de Miller avec le c'est-à-dire une destruction aussi bien artérielle que bronchiolaire. Dans le centrolobulaire. Pardon, ça c'est le bronchiolaire. Dans le centrolobulaire, il y a une préservation. Et voilà, vous avez une préservation des alvéoles et les bronchioles qui les ont. Et c'est les bronchioles terminales périphériques où elles sont détruites. Le centre, il est conservé. Et dans le pont lobulaire, qu'est-ce que dans le pont? Dans le centre lobulaire. Il fallait lui poser la question. Moi, j'ai jamais trouvé de documentation de dans la BPCO, que ce soit dans l'emphysème ou dans l'hypocratisme. D'ailleurs, c'est un élément de diagnostic différentiel. Quand il y a l'hypocratisme et vous avez une BPCO, il faut aller chercher un cancer. Voilà, dans tous les livres. Je ne sais pas. Personnellement, je n'ai pas d'explication. Donc on a dit. Est-ce qu'il nous a donné le mécanisme? Non. C'est documenté. Normalement, on a dit que l'hypoxie chronique qui va. L'hypoxie peut, comme elle peut ne pas, dans la DDB. Il n'y a pas d'hypoxie importante dans la DDB. Et pourtant, on a un hypocratisme. Donc, ce n'est pas l'hypoxie chronique qui va donner de l'hypocratisme. Donc, en fait, madame, c'est un mécanisme mal connu. Non, il ne faut pas dire mal connu, mais il y a madame Gabou qui a le droit d'expliquer le mécanisme. Sauf s'il n'est pas, c'est-à-dire qu'il y a des symptômes qui sont constatés, mais qui ne sont pas expliqués. Et par rapport à la littérature des traités et puis à la BPCO, je n'ai pas trouvé d'hypocratisme dans la BPCO. L'emphysème sans BPCO. Oui. Allez trouver les maladies chroniques. Je vous dis, vous avez toutes les maladies chroniques, la DPP, il y a même des maladies digestives, de malabsorption, la dénutrition, etc. On peut avoir un hypocratisme digital. Ça n'a rien à voir avec l'hypoxie. Ça, c'est la pathologie chronique, c'est-à-dire tout ce qui traîne, il va y avoir un hypocratisme digital. Le syndrome de dénutrition, il y a un problème chronique. Mais il y a très trop d'hypoxie. Mais rarement, la preuve. Il n'y a que la fibrose idiopathique qui a l'hypocratisme. Mais quand on a une fibrose secondaire, vous n'avez pas d'hypocratisme, généralement. D'ailleurs, c'est un des éléments, la fibrose pulmonaire idiopathique, c'est l'hypocratisme digital, qui va vous orienter vers le diagnostic. L'hypocratisme digital, elle pose une question très intéressante pour l'hypocratisme digital. Il ne faut pas le lier, c'est-à-dire systématiquement à l'hypoxie. Il est lié beaucoup plus à une pathologie chronique. Par exemple, les maladies cardiaques, quand vous avez les cardiopathies cyanogènes, la tétralogie de Fallot, la trilogie de Fallot, toutes les pathologies cyanogènes, elles peuvent
entraîner donc des hypocratismes. Et dans les cours les pathologies cyanogènes, on va vous parler de l'hypocratisme digital qui est associé plus souvent bien sûr à la cyanose. Parce que qui est le cyanogène, c'est bleu, pour le malade bleu. D'accord? Donc la liste c'est une bonne question, donc elle pose une question de l'hypocratisme digital. Or, dans la BPCE, est-ce que vous avez des problèmes sur le cours de Est-ce que vous pouvez me résumer de la BPCE? Parce que sinon j'aurais ça sur la conscience, hein, parce que j'ai pas fait le cours directement en présentiel. On a dans le BPCE, on a le bronchite chronique, qui est sa définition c'est purement clinique. On va sur la clinique, on dit de tout expectoration pendant 2 années, pendant 3 mois, 2 années consécutives. Durant 2 années consécutives minimum. Voilà, c'est là en plus, c'est là. Très bien, ça c'est la définition de la bronchite chronique. Si c'est associé à un trouble ventilatoire obstructif, on a dit c'est BPCE, on le sait. Donc on ne peut pas dire que c'est une BPCE quand on a une bronchite chronique sans trouble ventilatoire obstructif. Très bien. On a deuxième élément. Emphysème, l'emphysème. On a 2 types, centrolobulaire et conlobulaire. Oui. Si c'est la même chose, il faut associer le trouble ventilatoire obstructif. On a la définition d'un emphysème, elle est comment? Destruction du anatomique. Elle est anatomique. Voilà. C'est une destruction. Donc selon le lieu de la destruction. Centrolobulaire, c'est artériel et ça c'est pour expliquer un petit peu l'effet shunt. Oui. Quand il y a une destruction totale, c'est-à-dire le pont lobulaire, il va s'installer un effet shunt. Et l'effet shunt, ça provoque rapidement le CPC. Donc l'évolution vers le CPC va être plus rapide par rapport le centrolobulaire, où les artères ils sont conservées, donc l'HTAPL va être un petit peu retardé. Il va faire aussi le CPC, mais il va le faire un petit peu plus retardé. Docteur, c'est le mécanisme. Donc au bout d'un centrolobulaire, on aura l'efficience. Oui. Donc efficience, c'est pour chronique. C'est ça l'hypocratisme digital que l'on disait. Et dans le centrolobulaire, on aura l'efficience. Par contre, dans le point lobulaire, on n'aura pas l'efficience. Parce que l'expression. Il y aura mis des compensée, voilà. Parce que la destruction alvéolaire va associer à une destruction capillaire. Oui, là c'est efficient. Donc l'efficience, ça va se dire aussi la résultat, c'est l'hypoxémie chronique. Mais vous, c'est pas obligatoire. Il y a d'autres que la fibrose. Il n'y a pas plus que la fibrose qui peut donner une hypoxémie importante, mais il n'y a pas d'hypocratisme. Sauf donc la fibrose idiopathique. La fibrose idiopathique, l'hypocratisme est important. Peut-être parce que l'installation d'hypoxémie elle est rapide. Mais dans la DDB, il y a l'hypocratisme, mais l'hypoxémie n'est pas importante. Donc ce n'est pas un élément d'hypoxie qui est il y a d'autres, probablement d'autres facteurs. C'est ce que je voulais dire. Oui. Donc elle vous résume la BPCO. Donc c'est 2 pathologies, soit c'est la bronchite chronique, soit c'est de l'emphysème. La bronchite chronique, la définition elle est clinique, l'autre elle est anatomopathologique. Dans l'emphysème, vous avez 2 types, donc le centro et le conlobulaire. L'effet shunt, donc rapidement l'évolution vers le CPC, pas d'effet shunt. On aura une évolution vers le CPC, mais elle va être retardée. Donc, pour dire BPCO, obligatoirement, on doit avoir une de faire. Trouble ventilatoire obstructif. Quelle est la caractéristique de la BPCO que le trouble ventilatoire obstructif? Elle est au stade de l'emphysème, mais au stade de la bronchite chronique, on voit un TBO irréversible. J'ai pas compris l'emphysème, vous parlez de l'emphysème? Augmentation du volume résiduel. Oui. Dans toutes les pathologies, il y a une dyspnée expiratoire. Le malade ne peut pas vider le poumon. Automatiquement, le thorax va se remplir. Il y a ce qu'on appelle une retention aérique. Et la retention aérique, elle va augmenter le volume résiduel. Donc le malade va être chez l'air. Automatiquement, avec le temps, il va avoir un volume résiduel. Et quand vous avez un récipient qui est d'emblée rempli, vous ne pouvez pas le remplir davantage. Donc il faut faire la rééducation et apprendre le malade à vider son poumon. Et c'est pour ça que la réhabilitation de la BPCO, on demande le malade de une bouteille d'eau qui m'a allé. On lui un petit trou de la nacre, on fait qui va faire plusieurs, la camion et il expire. Chaque matin, il doit expirer, il doit vider. Donc il doit diminuer son volume résiduel. Il diminue le volume résiduel, il le poumon et donc il aura une meilleure respiration. D'accord? C'est-à-dire qu'il va améliorer son VEMS et sa
vital. D'accord? Donc, vous avez donc le trouble ventilatoire, la particularité, il est peu, très très bien. Inférieur à 12% ou inférieur à 200 ml en valeur absolue par rapport à l'asthme. Donc, on le compare toujours par rapport à l'asthme. L'asthme, il y a une réversibilité, et plus la réversibilité est importante, plus le malade va répondre le traitement bronchodilatateur et corticoïde, plus la réversibilité elle est diminuée aussi bien dans la BPCO que dans l'asthme, vous allez avoir des malades qui ne vont pas répondre un petit peu du traitement. Et c'est à les malades qui stadifient ou mettre comme grave ou là, d'accord? Oui. Docteur, est-ce qu'on peut considérer les corticoïdes comme des bronchodilatateurs parce que diminuent l'inflammation, donc diminuent l'obstruction? Non, on ne les classe pas par des bronchodilatateurs, mais ils ont un effet. Indirectement. C'est tout à fait normal. Et donc, c'est l'inflammation de diamètre apaisé, automatiquement. Oui. Les corticoïdes, ils ont beaucoup d'effets. Ce sont des anti-inflammatoires et ils diminuent la sécrétion. Quand je vous ai fait les crises d'asthme, par exemple, on a fait la BPCO, il y a une hypersécrétion bronchique. Et cette hypersécrétion bronchique associée à une inflammation, associée au bronchospasme, elle va diminuer le diamètre des bronches. Et donc, quand on donne les corticoïdes, on assèche avec les sécrétions. Ils ont un effet même pour les atropiniques, parce que les substances atropiniques vont éviter l'assèchement des muqueuses. Et les corticoïdes, ils nexent la sécrétion bronchique. Donc automatiquement, ils nexent l'inflammation, la sécrétion bronchique, automatiquement, ils vont améliorer la respiration. Oui. Madame, concernant les asthmatiques, est-ce qu'ils ont la forte possibilité de développer un emphysème lobulaire ou bien un centre lobulaire? Surtout le centre lobulaire. Dans le post-tabagisme, l'emphysème post-tabagique, il est surtout centro-lobulaire. Il est plus fréquent que le pont lobulaire. Le pont lobulaire, on le trouve surtout que le déficit il est génétique, donc le déficit on a un antitrypsine. Quand on a un asthmatique plus fumeur, donc vous allez avoir deux facteurs de risque. Donc le malade asthmatique, il va passer à la BPCE. Il va faire le cancer, il va s'aggraver, il va faire des infections, on va avoir du tabagisme. Donc c'est toujours un facteur de gravité. D'accord? Donc, après la définition, c'est le trouble ventilatoire. Vous avez donc la technique VENA. Tout malade qui a un problème d'inflammation, une bronchoconstriction, donc il ne va pas pouvoir respirer, il va être dyspnéique. La dyspnée, elle va s'installer très lentement. Donc, ce n'est pas une dyspnée qui va finale. Par exemple, le malade, il va s'arrêter, hop, d'un seul coup, hop, désolé pour la crise. Généralement, c'est allergique, c'est un sujet jeune. L'asthme, c'est un sujet jeune. La BPCO, c'est un sujet âgé. Il faut faire attention. Qui est date de sujet âgé, mais plutôt pas sujet jeune. Il faut faire très attention. Donc, je peux oublier la BPCO, c'est après 40 ans. Parce que le malade, il va fumer des années. Et donc, le fumage là, il ne va pas provoquer d'emblée la BPCO. C'est-à-dire qu'il va y avoir un remaniement bronchique progressivement. Voilà. Donc, la dyspnée, elle est d'installation très progressive. Et c'est pour ça que les malades ne viennent pas consulter. Voilà, elle s'installe de façon progressive. Donc, le malade, il va s'habituer à cette dyspnée. Il va s'habituer. Maintenant, il trouve le stade, donc j'imagine un stade déjà avancé. C'est ça la gravité d'un tabagisme. C'est-à-dire pour les BPCO qui ont une bronchite chronique, ils toussent et ils expectorent. Mais pour eux, c'est un nettoyage de l'arbre bronchique. Ils disent que c'est là tout un fumeur. Donc, automatiquement, on triche. C'est la notion de les gens qui fument. Ils sont en train de luer ce qui m'a voulu dire la vérité. Ils veulent de la vérité, ils ne veulent pas admettre la vérité. Alors qu'ils sont déjà au stade de bronchite chronique. Et si on arrête le tabagisme à ce stade, on peut avoir une réversibilité des lésions. Mais si une trophie la BPCO, ça y est, c'est bon, c'est irréversible. Quand le malade est diagnostiqué, comme BPCO, il ne fait pas marche arrière. C'est une maladie chronique et à vie. C'est comme l'asthme. Exceptionnellement, l'asthme c'est-à-dire d'origine endocrinienne, ou d'origine, par exemple, secondaire, une allergie, ou là, on traite avec l'allergie, ou là, on évite avec l'allergène, on peut avoir c'est-à-dire une amélioration très importante de l'asthme. Même les risques de traitement, bien sûr, on reste vigilant, mais dans la BPCO, on ne fait pas marcher. Maintenant, médicaments, il peut traiter la BPCO. Quand on a une BPCO, c'est une maladie à vie, parce que déjà, elle s'installe sur des années. Ce n'est pas une maladie qui va s'installer du jour au lendemain. Elle va s'installer progressivement. Donc, j'ai une maladie consulte, vous faites le diagnostic, c'est bon. Et retenez que pour le diagnostic, c'est en post-bronchodilatation. C'est l'EMS sur, c'est le tiflotal qui
inférieur à 70%, on pense bronchodilatation. Je ne sais pas. Parce que pour faire la différence c'est très bien. Ça, c'est pour faire entre le trouble ventilatoire obstructif et non réversible et non réversible. Très bien. Voilà, donc les symptômes, c'est surtout la dyspnée. Maintenant, la toux. Par exemple, les malades ont une bronchite chronique, donc il y a un encombrement bronchique. La toux, c'est un moyen de défense. Donc le malade, il va commencer à tousser. Donc un BPCO, il faut faire attention. Un fumeur qui tousse, il faut penser à la bronchite chronique et à un BPCO. Il faut faire une EFR. D'accord. Bon, l'arrêt du tabagisme va toujours améliorer la chose, même s'il est à un stade avancé. C'est-à-dire qu'il y a la courbe de Fletcher, je ferai tout le cours, donc la courbe de Fletcher, ça fait le malade, quelle que soit la période où le tabagisme, il va y avoir une amélioration. Donc il ne faut pas dire je l'ai avancé ta faute, c'est sans problème. On va voir le tabagisme, on n'oblige pas. Lequel il est d'accord pour arrêter, il faut mieux arrêter, on va arrêter beaucoup de choses, des infections, etc. Donc vous avez la toux, vous avez la dyspnée, on va aller surtout les exacerbations. L'exacerbation, c'est la complication la plus fréquente de la BPCO. L'exacerbation, c'est l'augmentation des symptômes qui existent. Il y a l'exacerbation, par exemple, de toux, expectoration, ou de la dyspnée. Les idos. Pendant 72 heures, malgré les le traitement antérieur, mais il n'y a pas une amélioration par la norme d'exacerbation. Voilà. Donc l'exacerbation, si elle n'est pas prise en charge rapidement, elle peut évoluer vers une décompensation. Et la différence entre exacerbation et décompensation, l'exacerbation, c'est juste une augmentation des symptômes préexistants ou l'apparition d'un symptôme qui n'existait pas. La décompensation, c'est le pronostic vital qui est tout en jeu. Donc là, le malade, il développe même la réanimation. Donc il a fait une pneumonie, ou la pneumothorax, ou une pneumonie, etc. Voilà. Ce qu'il faut retenir dans la BPCO, c'est la classification, bien sûr. On classe le malade en stade de gravité le VEMS. Très bien, supérieur à 70, entre 70 et 50, 50 et 30 et inférieur à 30. Voilà, vous avez léger, modéré, sévère, très sévère. Oui. On a aussi VEMS moins de 50, on a mis avec signe de HTAP ou ça. Très bien. Donc, après la classification de gravité, vous avez la classification A, B, C, D. Si vous voulez aller à la dernière, c'est pas grave. Donc, la classification A, B, C, D, depuis les de la classification, il y a eu beaucoup de classifications sur la BPCO. La BPCO, c'est parmi les maladies qui a incité beaucoup d'études. Parce qu'il y a c'est une firme pharmaceutique qui voulait les médicaments. Donc, c'est un petit peu exagéré. La définition qui roule peu ou pas réversible, je trouve le médicament a un effet très important. Mais malgré ça, les firmes pharmaceutiques, les malades, c'est de l'argent. L'essentiel, ils ont classé les malades A, B, C, D en fonction donc, du cas. Là, c'est un interrogatoire. C'est des questions que vous allez poser le malade. Est-ce que vous êtes dessiné pour moindre effort? Est-ce que vous êtes c'est-à-dire une vie normale? Oui, c'est un ensemble d'interrogatoires. Vous allez classer le malade. Inférieur à 2, supérieur à 2. D'accord? Donc il y a A, B, C, D qui est A et B, donc la peu symptomatique, il y a très symptomatique. D'accord? En plus, nous incluons les exacerbations. Le nombre d'exacerbations, plus le malade fait des exacerbations, plus le risque il est très important. Et on classe les malades, d'accord? Pour le traitement, donc après la classification, donc la classification par la gravité, c'est le VEMS. La classification ABCD, c'est pour le traitement. Et en plus, je nous ai fait la classification ABCD pour traiter le malade, nous avons en dose de l'éosinophilie, le taux des éosinophiles. Le taux des éosinophiles, on doit doser au centre, on doit doser au l'expectoration. Nous sur une lame, on travaille avec un microscope, je trouve des comptes des éosinophiles. D'accord? Qui ont tout aller plus de 3% ou à 2%, ça dépend. Les hormones valeur absolue 300 à 400, les hormones pourcentage. Dites le BPCO, les éosinophiles, parce que dans l'asthme, vous avez une inflammation à éosinophile. Très bien. Il vous dit
donc automatiquement il voulait répondre le traitement. Et c'est pour ça qu'il y a une BPCO avec une hyperéosinophilie, on traite d'emblée les malades avec les corticoïdes. Par contre, qui ont les éosinophiles, on a beaucoup plus de PNN, des polynucléaires de profil. Donc le malade, il a tendance à faire beaucoup plus des infections à répétition. Et si on met les corticoïdes, on va aggraver. Donc il faut mieux ne pas donner. Quand on ne trouve pas les éosinophiles, comme les PNN talines, il faut s'abstenir. Il faut donner beaucoup plus des bronchodilatateurs, soit des bêta-2-mimétiques ou là des anticholinergiques. Très très bien. Voilà, donc je pense grosso modo la BPCO. Je pense qu'il est bien expliqué, il faut le tout l'emphysème. Donc les mécanismes physiopathologiques de l'emphysème ils ont été faits. Si vous avez une question, je suis là pour vous répondre. Sinon, on commence le dernier cours terme. Bon, le tabagisme, c'est un cours qui est très facile parce qu'on n'est pas obligé de l'apprendre, mais on doit avoir une idée le tabagisme parce qu'on le trouve pratiquement toutes les pathologies. Quand on parle de tabagisme, c'est-à-dire que c'est une intoxication au tabac. Au début, le terme tabagisme, c'était un terme médical. On va dire toute prise de tabac est de la tabagisme. Il a été un petit peu généralisé. Et là, il a été un petit peu généralisé pour dire que le tabac provoque des maladies, tout simplement. Mais il y a une honte qui fait une cigarette ou là, deux, c'est pas grave. Ou là, il y a parce que c'est avec le temps, on va voir, il va y avoir une accoutumance. Il commence avec une cigarette, ça va être 4, on va être 6, on va être 10, on va être 20, on va être 2 paquets. Il y a des gens qui vont fumer jusqu'à 4 paquets par jour. Parce que les cancéreux, surtout les gymnas, on a fait des études, il n'y a pas de moins de 30 paquets à l'année. Les malades, c'est-à-dire ils ont bouffé beaucoup de tabac, d'accord? Ils ont beaucoup fumé. Donc c'est un fléau mondial, c'est normal, c'est un problème de santé publique et bien sûr il va coûter cher à la société. Donc ça va provoquer beaucoup de problèmes. Il cause beaucoup de maladies, on va voir, et il est responsable de 5 millions de décès, selon l'OMS, par année. Parce qu'il y a toutes les pathologies, c'est-à-dire qui sont liées au tabac. En Algérie, bien sûr, les études ils sont un petit peu fluctuantes. L'étude اللي داروها على التبع تاع هنا هذه ils disent qu'il y a une estimation c'est-à-dire globale في الجزائر كامل 11,22% des gens sont fumeurs. Mais si on prend les femmes, les hommes, les enfants, etc., c'est-à-dire c'est pas une tranche d'âge, mais si on prend juste les hommes plus de 15 ans, on trouve que les 40% fument. D'accord? Donc vous voyez l'ampleur, c'est-à-dire de la BPCO, etc., et des cancers qui vont apparaître avec le temps. Donc surtout, le fumage fil jazaïd reste toujours beaucoup plus, bien que on a tendance à avoir beaucoup de femmes qui fument, mais il reste beaucoup plus masculin. Par rapport à l'Europe, oui, ils sont pratiquement à la même, voire même, dans des régions, il y a plus de femmes qui fument par rapport les hommes, et le cancer du poumon a tendance à devenir plus important que le cancer du sein de la femme. D'accord? Dans certaines régions. Parce que le tabagisme, c'est quoi? Il vous dit que c'est bon, je suis devenu mûr, je dois fumer, je dois être fort. Qui je vois la cigarette, c'est une référence. Donc c'est là où il faut agir. Il faut agir avec les enfants quand ils sont le primaire. Il faut agir avec les enfants quand ils sont le moyen. Il faut leur expliquer le tabac. Quand le lycée ou l'université, ça va être trop tard. Donc il faut sensibiliser pour arrêter le tabagisme. Donc la composition du tabac, il y a plus de 4000 substances dans le tabac. On ne va pas s'intéresser à toutes les substances, mais il faut retenir qu'au moins 60, elles sont cancérigènes pour l'homme. 60 substances, elles sont cancérigènes, on ne peut pas les apprendre. Parmi les substances les plus cancérigènes, puis le poumon, je parle du poumon, c'est les benzopyrènes et les nitrosamines. Les deux substances, c'est-à-dire beaucoup plus qui sont rattachées au cancer du poumon de l'homme. Voilà. Par contre, l'accoutumance, ce n'est pas ces produits, c'est la nicotine.
La nicotine, elle n'est pas cancérigène par contre. Hein, elle n'est pas cancérigène, mais c'est elle qui est responsable de l'accoutumance. Elle est rapidement, en quelques minutes, elle est fixée au niveau du cerveau et son élimination, elle est aussi rapide, en 2 à 4 heures. Et à force de fumer, donc les gens qui fument, ils vont avoir encore envie. Parce qu'il y a avec l'effet euphorique, qui mettent les drogues, etc. Il va se sentir bien, il va se sentir un petit peu dans les vagues, etc. Après une cigarette, parce qu'il y a des substances euphorisantes. En fin de compte, il y a 4000 substances. Et il veut avoir toujours le même effet. Donc il va prendre une deuxième cigarette après 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et à force de fumer, il se rapproche parce que le cerveau il va s'accoutumer avec la quantité de la nicotine. Il va encore besoin plus. C'est le même effet des autres drogues. Donc plus il fume, plus il a envie de fumer. Et c'est pour ça les fumeurs ils vont s'accoutumer au fumage. Hein, ils peuvent pas arrêter, ça va être difficile. Et le premier élément d'ailleurs qui a été visé dans le traitement ou là, le sevrage tabagique, c'est la nicotine. Donc c'est les substituts nicotiniques. D'accord. Vous avez le monoxyde de carbone, le CO, là où il y a une brûlure incomplète, de manière incomplète, elle va donner le CO. Et le CO, il va se fixer de manière irréversible. Hein, surtout avec la myoglobine. Donc ce sont les fumeurs généralement avec le temps ils sont fatigués, ils ont des muscles qui sont faibles, d'accord, donc ça va, il va être un petit peu fatigué, ou avec la fatigue elle va donner encore tendance à fumer plus parce que il est fatigué parce qu'il n'a pas assez fumé. Et vous voyez le cercle vicieux le fumage, tous les éléments se font auto-aggraver. D'accord, donc c'est un cercle vicieux le fumage. Aussi bien la nicotine, aussi bien le CO, aussi bien les autres substances. Par contre, le cadmium, c'est une substance, c'est un métal lourd. Le problème, il est minime, c'est-à-dire il n'est pas important au niveau de la cigarette, mais il est, à le temps, il ne peut pas être éliminé. Il y a un effet cumulatif. Et tout produit qui a un effet cumulatif, il va provoquer des problèmes de santé. Il y a certains cancers qui sont dus au cadmium. Mais l'effet tahaï va être un petit peu retardé, c'est dû beaucoup plus l'accumulation. Donc là, vous avez le schéma, vous allez le trouver partout. Vous avez tous les éléments qui peuvent exister, donc le CO, l'ammoniac, le DTT. Le DTT, on a le grello, etc. Donc là, il faut faire attention. Tous les produits de l'analyse sans cité, ils sont quelque part, c'est-à-dire ils peuvent provoquer des pathologies. On ne va pas faire pathologie par pathologie, mais il faut retenir tous les substituants du tabac. Il n'y a pas un substituant il est bon. On n'a pas trouvé un substituant tout simplement pour ne pas favoriser le tabagisme. Donc, les principales maladies liées au tabac. Donc, le tabac ne peut épargner aucun élément. Donc, tous les éléments d'un corps sont touchés. On ne va pas citer toutes les pathologies, on va citer les pathologies les plus fréquentes. Donc, parmi les pathologies, vous avez bien sûr le cœur. Le cœur, il est très... c'est-à-dire sensible le tabac. On va voir après, vous avez les maladies cancer, bien sûr, les maladies respiratoires, la grossesse, les maladies digestives et bien sûr le tabagisme passif. On va donc faire maladie par maladie. Donc vous voyez le schéma là, le schéma tel que j'ai fait. Donc c'est, vous voyez, ça commence pour les femmes surtout. Elles s'intéressent généralement plus que les hommes, et même les hommes maintenant, je pense, ils s'intéressent, donc la peau, les cheveux, etc. Donc ça peut donner des troubles déphanaires, des rides, la coloration, elle devient fade, c'est-à-dire qu'il y a la peau blanche, tout les cheveux sporia, la peau mate, tout les brunes, et la brune, elle devient cheveux verdâtre, donc il perd avec la couleur normale. Pour les gens qui fument, tu fais une mouille, tu as fait qu'ils fument. Hein, le teint interne déjà, quelle que soit sa couleur, sauf le noir, je ne sais pas, je ne suis pas raciste, mais je ne sais pas. Est-ce qu'on peut faire une distinction là-bas? Je ne sais pas. Donc, vous avez des attaques cérébrales, des AVC, etc., les cancers. Donc, là où passent les dents, vous voyez les dents
il y a des tartes qui se déposent vite, il y a des caries, il y a la gencive, les pathologies de la gencive. Donc le tabac, lui, il fout. Alors on peut mettre tout le corps, parce qu'il y a un passage systémique et il y a un passage glucose. D'accord? Donc le tabac, il y a la chaleur de la cigarette. Hein, il y a la chaleur de la combustion qui est très importante, elle peut provoquer des brûlures à force de faire des brûlures, donc on va faire un remaniement des muqueuses. Et ça peut provoquer un cancer de la lèvre, un cancer de la langue, un cancer du larynx, etc. Le passage à travers la trachée, ça va provoquer donc, des trachéites, des infections. Au niveau pulmonaire, on va avoir des BPCO, on va aggraver un asthme, des infections, etc. Quand il arrive au niveau des alvéoles, il va provoquer des cancers. Hein. Au niveau cardiaque, parce qu'il y a un passage systémique dans les substances et hypoxiques chroniques, on va avoir des AVC, des cardiopathies ischémiques, etc., des augmentations, les infections, les endocardites, etc., surtout des maladies, des valvulopathies. Donc ça peut provoquer donc, des septicémies, ou les problèmes urinaires. Parce qu'on doit éliminer les produits, les 4000 substances, la cigarette. On va les inhaler, ils vont passer au niveau systémique, ils sont éliminés par le rein. Et ils vont être condensés dans la vessie. Et ça provoque beaucoup de cancers de la vessie, le tabac. Donc c'est là où le passage interlocuteur, il va provoquer des cancers. Voilà. Donc on va juste citer, parce que vous êtes en train de faire de la cardio, angine de poitrine et IDR. C'est quoi une angine de poitrine? En bas, oui. Oui, ça c'est clinique, oui. C'est une douleur qui est aiguë, un type de constriction, de trouver une lourdeur au niveau gauche. Les radiations, le cou, les doigts, etc. Et sur le plan OCG, on peut avoir un OCG normal ou sous-décalage. Très bien. Parce qu'il y a beaucoup de chances, des urgences, avec une longueur typique, il y a l'OCG normal, le docteur ne pose pas une autre. يقولوا لي داو في l'hôpital, le ECG normal, on doit arrêt cardiaque. Il faut faire très attention. En gros, il faut surveiller le malade, pour demander l'épreuve d'effort. Et surtout, bien sûr, médicaliser l'épreuve d'effort, c'est dans un centre très bien couvert. Vous avez l'infarctus du myocarde, c'est le passage à la nécrose. C'est l'endoculte directement sur l'ECG. Voilà, donc maintenant, retenez que c'est un facteur très important. Les AVC, les anévrismes de l'aorte. Par contre, l'anévrisme de l'aorte, je vous dis la vérité, bien normalement, l'anévrisme, c'est le parallélisme de l'aorte. C'est-à-dire l'aorte, c'est la deuxième vertébrale. Il va se dilater. Pourquoi il va se dilater? Parce qu'il y a trois membranes à l'intérieur. Il y a l'intima, la média et très bien, la ventis. Donc il va y avoir une destruction d'un l'intima. On peut avoir une rupture d'anévrisme. C'est-à-dire, dès la destruction d'un l'intima, de la maison, donc la ventis, c'est bon. On peut avoir une rupture, donc elle peut donner des morts subites. Donc la complication la plus redoutable que les anévrismes, c'est l'hypertension, c'est plus la rupture. Enfin, surtout la rupture, donc c'est la mort subite. Les artériopathies, c'est très important. Quand vous avez un sujet, on ne va pas dire un malade, un sujet qui fume, il faut toujours palper les membres inférieurs. On palpe, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche une froideur dans les membres, une cyanose. Il faut comparer, il faut palper les pouls. Très très bien. Quand vous avez des pouls diminués de manière symétrique, vous commencez à palper, le pouls capillaire. Vous revoyez le frontal et vous voyez la recoloration, le pouls capillaire. Qui trouve avec la couleur tous les bains, qui trouve que ce coup il y a une recoloration. Voilà, c'est plus de 3 secondes, donc là il y a un problème de circulation capillaire. Donc il ne faut pas attendre le malade qui a une disparition d'un coupé d'yeux ou là. Ça, c'est un petit peu retardé. Donc si vous avez un fumeur et vous voulez faire un examen cardiologique normal, il faut toujours palper le pouls de façon symétrique et la chaleur dans le membre. Un membre froid, c'est une artériopathie, un membre chaud, c'est très bien, c'est une thrombose. Voilà. Donc on peut faire la distinction des canaux au niveau veineux et artériel.
Il y a aussi la douleur. Dans l'artériopathie, vous avez beaucoup plus des claudications intermittentes. C'est surtout quand le malade il commence à monter les escaliers, ils sont une douleur très importante, mais riche et alors que veineuse, c'est une douleur profonde, etc., avec un membre chaud, une inflammation, rougeur, etc. C'est très facile de faire la distinction. Mais la claudication intermittente est un élément très important dans l'artériopathie des membres inférieurs. Voilà, vous avez après donc, les atteintes cardiaques, vous avez l'atteinte pulmonaire. Donc 90% des cancers, les malades, pour cancer, donc 90% ils sont tabagés. Vous avez, en général, il y a deux types de tabac. Il y a le tabac, il y a les cigarettes, le tabac actif et passif, il y a les cigarettes brunes et il y a les blondes, ce qu'on appelle les light. Il ne faut pas tomber dans le piège. يقول لك انا ما نتكيفش انا نتكيف لايت ما فيهاش بزاف لي برودوي لو فيلتر هذا ما يخليش لي برودوي كونسيرجين يفوت طول الوقت سي فو لايت ولا brune n'importe quelle cigarette elle est nocive on va voir كيفاش les fumeurs يتكيفوا les brunes نديروا لهم le filtre خفيف et il donne beaucoup de produits donc rapidement il a l'effet désiré sur le tabac. Donc, là, qu'est-ce qu'il va faire, le fumeur? Il va fumer les bouffeteurs mais bouche combien? Parce qu'il a déjà le plaisir avec le tabac. Donc, il va fumer des petites bouffées. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des cancers proximaux. Parce qu'il a la fumée, il va se localiser beaucoup plus sur les parties proximales. Et il va faire beaucoup plus de larynx, il va faire la trachée, il va faire les poumons. C'est-à-dire que vous allez trouver des cancers au niveau de l'œil. Et quand on fait l'anapathie, c'est beaucoup plus un épidermoïde. Vous savez, avec tous les cancers, on va vous dire que l'épidermoïde est le plus qui est dû le tabac. Maintenant, par contre, les light, c'est toujours c'est l'argent. C'est pour faire de l'argent qu'on fait le tabac, on vous crée light, etc. Il faut faire attention. Le light, par contre, le filtre carotien, donc même la nicotine, il faut toucher bizarre. Donc, qu'est-ce qu'il fait le fumeur? Il va inhaler profondément avec la cigarette. Et quand il inhale profondément, la fumée, elle va aller au niveau des alvéoles. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire beaucoup plus un cancer à petites cellules. Donc, il va faire un anaplasie. C'est ce qu'on appelle les cancers anaplasiques ou là des adénocarcinomes. Donc, le fumage juste superficiel, c'est beaucoup plus l'épidermoïde. Quand c'est profond, c'est beaucoup plus à petite cellule. Parce qu'à petite cellule, il y a au niveau des alvéoles beaucoup plus. Les adénocarcinomes, il y a au niveau des alvéoles beaucoup plus. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup plus de cancers profonds. Mais la finalité, qu'on respire, qui m'invoule profondément, là, superficiellement, واحد يقول لك انا معليش ما نكلمش بحال ما نبيعش كاينه واحد سي واحد في الواقع يقول لك انا ما نبيعش التبع انا نكيف باك سوبرفيسيالمون صافي vous allez faire un cancer superficiel tout simplement يقول لك واحد كيقول فريمون زعما باغي زعما ينقص اكسيتيرا يقولوا يفو يقولوا له كاين لايت اكسيتيرا مي il va compenser il va faire un avertissement وشي هو الفرق بيناتهم سي un petit peu le traitement l'épidermoïde. Il est beaucoup plus chirurgical, l'autre il est beaucoup plus chimiothérapie parce qu'on ne peut pas l'opérer. Les plus graves, l'adénocarcinome et l'anaplasie sont beaucoup plus graves. Vous avez bien sûr le cancer du larynx, du pharynx, de la bouche, on a expliqué le cancer de la vessie, l'œsophage, le rein, le pancréas, dans tous les éléments, les virus, la femme, etc. Alors c'est pas pulmonaire, donc je ne vais pas trop expliquer. Moi j'explique tout ce qui est pulmonaire. Mais je vous ai quand même donné le mécanisme. C'est le passage des substances nocives à ce niveau. Pour les maladies donc respiratoires, les plus importantes, c'est la BPCO et le cancer. Donc dans le cancer, on a expliqué. Dans la BPCO, donc le tabac. Très bien, il va provoquer l'inflammation, les remaniements, l'élimination antiprotéase, il va favoriser donc la bronchite chronique surtout et l'emphysème centrolobulaire. Donc il va favoriser l'emphysème centrolobulaire et la bronchite chronique.
Et ça, avec le temps, là on a expliqué comment on va avoir le mécanisme de la DPCO. Et il faut arrêter à n'importe quel stade de la DPCO, dans le cancer, il faut essayer d'arrêter. Si on arrête, on va récupérer. Il faut revoir la courbe de Fletcher. À n'importe quel moment, quand on arrête, on récupère. On ne va pas devenir qui n'a jamais fumé. C'est tout à fait normal, mais il y a quand même un gain. Il y a un gain. Vous avez l'aggravation de l'asthme, donc il y a des sujets, déjà les asthmatiques, par exemple les restaurants ou là, vous avez ça, vous avez tout. Mais j'ai voir des chats et des cigarettes, vous avez des trucs, etc. Donc c'est l'hyperréactivité bronchique. Le tabac provoque, la fumée dans le tabac, elle va provoquer une hyperréactivité bronchique, et l'hyperréactivité bronchique, c'est la base de l'allergie. Et dans l'asthme, on a 90% des patients asthmatiques sont allergiques. Il n'y a que 10% qui sont beaucoup plus dues, c'est-à-dire hormonales, c'est surtout la ménopause, la période de la menstruation, etc. Donc c'est beaucoup plus, c'est-à-dire les autres facteurs endogènes ne sont pas très importants dans l'asthme, c'est beaucoup plus exogène. L'asthme, c'est une maladie beaucoup plus exogène que endogène. Augmentation des risques de pneumopathie, parce que là aussi le tabac il va inhiber les éléments de défense pulmonaire. Voilà, donc c'est le tapis mucociliaire, c'est la bronchoconstriction, c'est l'hyperréactivité et tout ça, ça va favoriser une pénulation des germes. En plus que chez les tabagiques, ils ont généralement une flore buccale qui est très altérée, donc défectueuse, et automatiquement donc, ils vont avoir beaucoup de germes négatifs qui vont passer et faire des pneumopathies d'inhalation. Et après les pneumopathies, les abcès, les malades, donc ils vont inhaler des micro-aspirations. Les micro-aspirations inhalées, le malade a une hygiène défectueuse au niveau buccal, la flore bactérienne est riche. Et une flore bactérienne riche, plus que la normale, elle va provoquer donc, des pneumopathies. Généralement, c'est lié des inhalations. Toutes les infections pulmonaires, elles se font soit plus souvent par inhalation, micro-inhalation, c'est beaucoup plus les abcès et on peut avoir une pneumopathie, mais surtout c'est le jetage postérieur. Donc ils font des infections ORL ou d'infections orales par tarif. Soit c'est directement l'inhalation quand c'est des virus, parce que c'est rare les virus, donc ils vont directement dans les cellules. Le mécanisme de côté chaque fois. Vous avez l'histocytose X, est-ce que tu as le fond là? Oui. C'est une maladie génétique, il y a un facteur génétique, mais ce n'est pas une maladie génétique. Elle est provoquée. L'histocytose, c'est une granulomatose. C'est une maladie granulomatose qui a la maladie de Wegener. C'est une granulomatose. C'est une granulomatose, elle est déclenchée beaucoup plus par le tabagisme. Et surtout qu'elle a l'histocytose X qui apparaît de façon rapide, il y a des sujets jeunes. Les jeunes qui font, et la première et la deuxième cigarette, hop, ils vont faire une histocytose. L'histocytose, donc c'est une granulomatose, donc c'est la phase quand ils vont faire la biopsie ou la haja, ils vont trouver un granulome. Granulomatose, donc ils trouvent un granulome. La spécificité des granulomes, même au film des histiocytes. Au film des histiocytes, c'est pour ça qu'ils disent l'histocyte X. Elle est provoquée. C'est-à-dire le tabac, peut-être que par exemple, il y a le facteur qui déclenche la granulomatose. Mais s'il ne fume pas, il ne va pas faire de l'histiocytose. Mais s'il va fumer, donc il va favoriser. Il faut retenir le risque de granulomatose. Elle est généralement se manifeste par un syndrome interstitiel, qui a fait les maladies, les fibroses et les maladies interstitielles. Elle a fait le scanner, une particularité, vous avez des granulons, c'est-à-dire des petites taches sur les miliaires. بعد هذوك لي غرانولون رايحين يكبروا شويه يوليو غرانولون تروي وبعد هذوك لي غرانولون تروي يبداو يكبروا يبداو لنا دي ليسيون كيستيك. Si vous avez sur le scanner lésion nodulaire بعد lésion nodule trouée بعد lésion kystique et vous posez la question le malade le malade il est fumeur, il faut penser à l'histocytose. Et pour le diagnostic on fait beaucoup plus le LBA. On fait le LBA, le lavage bronchiolo-alvéolaire. Donc, il y a une coloration spécifique qui est il y a des corps X, ou là c'est l'anapathe, c'est le granulome avec des histiocytes. D'accord. Vous avez donc augmentation des fibroses interstitielles, retour avec le cours de la fibrose, donc le tabac aggrave
et bien sûr le syndrome d'apnée hypopnée ou d'apnée obstructive du sommeil. Les deux cours. Donc le tabac il aggrave les deux parce que les autres ont des hypoxies. Et le tabac provoque de l'hypoxie. Donc il ne peut que aggraver des maladies préexistantes. Pour tout ce qui est grossesse, etc. D'ailleurs, parmi les pays qui se respectent sur le plan santé, il suffit la maman elle est enceinte, il commence l'arrêt du tabagisme. Le bébé qui zèle. Si tu veux t'intoxiquer, tu es adulte, tu décides. Mais là, on décide pour ton bébé. On décide il décide mais tant qu'il est dans ton ventre, c'est nous qui décidons. Il les oblige un petit peu à ne pas fumer et d'avoir une hygiène de manière bien sûr tactile, etc. Il y a des méthodes. Donc il préconise les parturientes d'arrêter le fumage حتى يزاد le bébé تاعهم بعد كي يزاد يعاود يسبيكي le bébé aussi كي يزاد مازال صغير. Donc vous allez le tabagisme passif هذا حيسبي ضروري expliquer il y a beaucoup de mamans qui arrêtent le fumage quand ils ont leur premier enfant, surtout quand ils sont consciencieux. Les mamans consciencieux donc ils s'en fichent, d'accord. Donc il faut faire très attention. Tous les problèmes, ils donnent beaucoup plus sur le placenta prévia. Donc c'est l'emplacement anormal trop bas le placenta, c'est ça le placenta prévia. Et dans le placenta prévia, il faut toujours faire une césarienne. Il ne faut pas déclencher un travail parce que le placenta normalement est latéral, il gît le tête. Donc si le travail commence, le placenta chope le tête, on va avoir une hémorragie, la maman peut décéder. Et on va faire après, en deuxième temps, après l'hémorragie, donc une césarienne. Donc il faut programmer la placenta, donc l'écho, c'est le deuxième et troisième trimestre. أول حاجة ديرها الجينيكولوج هي راح تشوف placenta تاعو وراني. On fait place normale, donc accouchement par voie basse. Moi je fais blasto déjà programmé. Donc placenta prévia. Vous avez le faible poids de naissance, parce que les gens qui fument ne mangent pas très bien. C'est tout ça, le tabac. كاين بزاف ما يحبسش الطابا يقول لك انا كنحبس الطابا سمانه. سي تو افي نورمال يسمع عليهم بعد يبقى يفو فير دو سبور. كاين بزاف يقول لك انا n'arrête pas le tabac, je vais prendre du poids. Et vous avez la mort subite du nourrisson. Donc on ne sait pas, c'est le tabagisme passif, qu'est-ce qu'il va faire à ce pauvre bébé. Vous avez bien sûr augmentation des infections à l'enfant, surtout les otites, les bronchites, les gastro-entérites, etc. Donc le tabagisme peut aggraver toutes les pathologies de nouveau-né ou là en intra-utéraire. Il favorise l'infection juste à la naissance. Vous êtes le malade déjà avec une infection, donc une souffrance totale. Les maladies digestives, donc on peut inhaler, on peut avaler. On inhale une partie, on avale une partie. Et elle va passer au niveau de l'œsophage, donc le pneumosophagite, un reflux gastro-œsophagien, etc., une gastrite, un ulcère, du rénal, toutes les pathologies digestives. Vous avez, il aggrave aussi les hépatites et la maladie de Crohn. C'est des maladies inflammatoires chroniques. Donc le tabac aggrave tout ce qui est inflammatoire chronique, il l'aggrave. C'est un facteur pro-inflammatoire. C'est pas inflammatoire, il est pro-inflammatoire, donc il favorise l'apparition des maladies. Pour le tabagisme passif, bon là on ne veut pas trop s'étendre sur le tabagisme, qui est un groupe externe, mais en général le tabac qui est une cigarette qui fait qu'il y a 3 fumées. Qu'il y a une fumée de l'Europe, c'est inhalé. كاين لا فيمي تخرج وحدها ما تسالها والو ولا سيجاره وكاين اللي يخرجها لو فيمور تيرسيير بريمير سكوندير تيرسيير وكل وحده عندها اللي تاعها اللي يبلعها بون هذوما لي باثولوجي اللي قلنا لهم الكل اللي يخرجها هي اللي حتمك تاغاجيز باسيف كي يبقى حاكم لا سيجاره هكا بون كاستيلو حاكم لا سيجاره هكا في يدو واش يجبد منها بصح لا فيمي تخرج هذاك سي لو فات كما لا كومبوسيون تاع لا سيجاره et les éléments فيها un certain nombre de gaz اللي يخرجوا بصح كي يجبد بعد يخرج il y a eu une composition d'autres substances
اللي يدخلوا ويعاودوا يخرجوا يتبدل لا كومبوزيسيون تاع لو تابا. هذوما لي دو دونك لو سكوندير و لو تيرسيير هما اللي يسميو لو تاباجيزم باسيف. Et les substances qui filment aussi bien dans le tabac normal que le tabac dégagé par... Et donc on n'a pas besoin de beaucoup de quantité. Il est plus nocif. Ils sont plus nocifs que la quantité de blahal malade. Et c'est pour ça que même dans l'air, la quantité de là, c'est pour ça qu'ils se sont rendus compte que les malades, même les fumeurs, ou là les femmes, ou là les enfants, font des cancers dans le tabac. Donc ils sont allés rechercher une bataille de tabagisme pacifique. Le tabac, il rejette pour plus les jours le malade, il est plus nocif, il y a plus de substances que la substance initiale. D'accord. Et donc la composition, juste 20% filaire ambiant, c'est un cancer. Des infections. D'accord. Donc le tabagisme passif est nocif, il augmente le risque de cancer, des maladies. Donc il ne va pas provoquer directement, mais il va augmenter toutes les pathologies qu'on a citées. D'accord. Il va augmenter toutes les pathologies qui sont susceptibles d'être provoquées par le tabac. Maintenant, les experts s'intéressent beaucoup plus à cette plante, je ne sais pas pourquoi. C'est le nombre de tabac. Parce que c'est une question qui est souvent posée. Il y a un petit exercice où il a fumé pendant temps, a tenu le paquet année. Même dans l'observation médicale. Même dans l'observation, c'est très important. Donc, c'est très bien, il faut, parce que quand on fait la première fois l'interrogatoire malade, on doit faire la dose cumulative pour voir dans quel cas le malade terminal il est. Est-ce qu'il est faible, la dépendance elle est faible, elle est moyenne ou là elle est forte. Ça, c'est pour prendre une conduite à tenir spécifique. Donc, la dose cumulative, elle est dosée en paquet année. B sur A. C'est en paquet année. Donc, on va voir le nombre d'années d'intoxication. Par exemple, on va dire 40 ans. Donc, ça va être 40 paquets années. Très bien. Si il fume un demi-paquet pendant 40 ans. Un demi fois 0,5 fois 40, ça va faire 20 paquets années. Très bien. C'est tout simplement. Alors, par exemple, se mettre dans la tête, un paquet fait 40 cigarettes. Pardon, 20 cigarettes. 20 cigarettes. Donc, par rapport à ça, 37. Ça te fait un paquet plus 17. 17 années, donc, c'est-à-dire qu'il faut essayer de faire la règle de 3. C'est bien, tout ça. Ça fait 20 cigarettes égale un paquet, 17 égale X. C'est une règle de 3, on est bien. C'est très facile. Donc, c'est difficile. Il faut toujours donc faire plus on commence à fumer à un âge jeune, plus les effets du tabagisme vont être importants. Pourquoi? Ce n'est pas la dose boîte cumulative, c'est aussi parce que le poumon il est toujours non mature. Avec le poumon, il atteint la maturité à peu près vers 24-25 ans. Si vous voulez, le poumon mature. Le poumon il ne se mature pas à la naissance. C'est pour ça que les enfants, quand ils font une infection, même si elle est bénigne, elle peut se compliquer rapidement. Parce qu'ils n'ont pas le poumon. Il y a le foie qui est tellement immature qui aide le bébé, mais la maturité elle est rapidement et elle évolue rapidement. Mais le poumon, ça prend du temps. Et c'est pour ça que le poumon on est en pleine construction. Il est en train de se développer. Qui le tabac, c'est-à-dire précocement. Donc il va y avoir une modification de l'anatomie même de la bronchite. Et ça va favoriser encore plus les pathologies qui sont secondaires de tabac. Il y a donc l'âge, il y a la dose cumulative, bien sûr. 50 paquets années, mais je dis 3 paquets années. Le risque il s'aggrave avec le temps. Maintenant on passe la dépendance tabagique. Donc elle est... Quelle naisse une susceptibilité de tabac. C'est ce qu'on appelle qui va faire la BPCO. On a parlé, mais c'est vrai, quel واحد يتكيف 30 باقي années مثلا واحد يتكيف 15 باقي années كل BPCO. إنه يقول لك هذاك المرض عدام هو يتكيف 30 ما دارش ولا 15 دار. Tout simplement parce qu'il y a le facteur génétique.
il y a des gens qui ont une susceptibilité génétique à développer certaines maladies. Il y a des maladies inflammatoires, il y a des cancers, il y a des BPCO, des asthmes, etc. La même chose sur le tabagisme. Il y a des gens qui sont très susceptibles. Je vais être très susceptible, maintenant le VMS, il va décliner rapidement. Rapidement. Normalement, le VMS, il décline de 20 cc par an. كل عام نقدروا 20 cc la respiration à partir de 20 ans. Là 25 ans il décline باش مزيان مزيان يطلع بعد 25 ans il va y avoir de la vie. C'est normal le VMS c'est un sujet âgé de l'école normale à 80% il est normal. Il y a un sujet jeune 100%. D'accord. Donc là, normalement, le déclin se fait à 20 cc chaque an, pas après 25 ans, après 30 ans. Ça, c'est selon la susceptibilité au tabac. Si on est très susceptible, on va commencer à décliner à 15 ans, à 16 ans si on fume. Si on n'est pas très susceptible, on va commencer à 40 ans peut-être. Donc là, le tabac, donc là, c'est le facteur génétique, c'est le déclin physiologique qui est accéléré chez certains individus. Donc chez le sujet fumeur, le déclin va être multiplié par 2, voire par 3. Donc au lieu de 20 cc, il va 40 à 60 cc. Automatiquement, il y a l'âge de 40 c'est et si vous avez un sujet qui a un déficit en antitrypsine, le déclin est 60 fois 2. Ça fait qu'il va faire 120 cc. Et c'est pour ça que tu gagnes la BPCO, le pont lobulaire, tu gagnes très jeune. Qui te gagne un BPCO jeune, bien coloré, donc il a les deux facteurs. Il faut rechercher le tabac et le déficit en antitrypsine. Donc il y a le facteur génétique, pharmacologique, bien sûr, c'est le dosage à la nicotine. Il y a des gens, ils ont besoin d'un degré plus important de nicotine, ils vont stabiliser le chronique. D'accord. Quelqu'un d'autre, il a besoin d'une petite quantité de nicotine et il a l'effet euphorisant du tabac, il se contente de 2 cigarettes. Donc, c'est l'effet pharmacologique. Il y a le psychocomportemental. Généralement, les gens commencent à fumer quand ils ont des problèmes. Donc, c'est une fuite en avant, si vous voulez, mais ça témoigne d'un petit trouble psychocomportemental. C'est-à-dire, un problème, je ne vais pas essayer de trouver la solution, je fuis la solution à travers une drogue. Une drogue, ça peut être du marijuana, ça peut être, je ne sais pas, hashish, ça peut être la cigarette, ça peut être n'importe quoi, etc. Donc c'est une fuite en avant, si on veut dire. D'accord. Donc il y a un comportement psychocomportemental anormal. Un sujet qui fume, il fait une fuite quelque part. Un sujet, c'est-à-dire il est vraiment normal, il n'a pas de complexe. Parce que quand ils sont c'est des étudiants normaux, je vois bien, alors médecine. Qui gagne la médecine, alors parce qu'il ne peut pas, elle a quelque part un problème. Il ne peut pas affronter. هذا اللي بروجرام ديفيسيل هذا في دار عنده مشكل هذا اصحابه يستهزئوا به حاسبه حاسبه صغير هذا ما يعرفش طاقه ما يتكلمش مي هذا يدخل c'est un comportement anormal. Il ne faut pas le faire. Il faut aborder les gens qui vous incitent à aller vers une drogue ou n'importe. احنا مسؤولاتنا كيقولوا الصغار عندك شنو يعطيك حاجه تشربها عندك شنو يقول لك نعطيك شنو يقول لك حلوه ما تحتاجش لا نشرب من القيمه نقولوا هاتي ما تحملوا لا حلوه لا حتى حاجه لا شنو يقول لكم واحد من الصبح ندير والو كيفو ابروندر à nos enfants من الصغر باسكو هذا هو اللي يدير سي ان تروبل دو كومبورتمون يبدا من الصغر ومن بعد يكبر معاه هذاك لو تروبل كومبورتمونتال هذاك ان سارتان مومون يعود هو ما يديسيديش. Donc il accepte les décisions, c'est-à-dire influencé par les décisions d'un les autres. Et ça entre dans le problème psychocomportemental. Et généralement, les fumeurs, surtout les de troubles psychocomportemental important, il y a une addiction. Ça fait qu'il ne va pas se contenter du tabac. Il y a la drogue avec le tabac, il y a l'alcool avec le tabac, il y a l'autre addiction. Donc comme vous avez un sujet qui fume, il faut aussi étudier, c'est-à-dire tout ce qui est comportemental.
Et c'est pour ça que généralement, avant d'envoyer c'est-à-dire un arrêt du tabagisme, plutôt un psychologue. ما نقولوش psychiatre, نقولوا psychiatre يطلع في الماء ما يسدني. ما يشتيش psychiatre. C'est vrai, jusqu'à présent, c'est très difficile d'orienter un malade à un psychiatre. Qui dit le psychologue, vous l'aurez à d'un donc il quand vous dites le psychiatre, il faut aller tout doucement avec les gens qui ont des problèmes de comportement. C'est pour ça qu'on dit que chaque malade ou chaque fumeur est un cas individuel. La médecine, elle va marcher tout le temps parce que c'est vrai, c'est standardisé. etc. Mais le comportement d'un malade, qui est médecin, je ne vais pas dire que je suis. Mais un médecin sait se comporter avec le malade, il gagne sa confiance. Et un médecin, il y a des malades qui font avec le malade. Parce que tout simplement, c'est le complexité comportementale. Le médecin, il doit se mettre au niveau d'un malade, directement. On va trouver une solution, vous le rassurez. Un malade, il a besoin beaucoup plus, même pour faire l'arrêt du tabagisme, le sevrage tabagique, il faut gagner la confiance du patient. Il faut gagner la confiance de chacun des malades. Quand il te fait confiance, tu as tout simplement. D'accord? Donc là, c'est le psychocomportemental. Donc, bien sûr, la dépendance, elle n'est pas due des substances cancérigènes ou des substances graves, elle est due à la nicotine. Parce que dès que le fumeur il va fumer la cigarette, en quelques secondes, la nicotine va être fixée au niveau des récepteurs nicotiniques cérébraux. Et il va avoir l'effet désiré là. Mais l'effet là, il va disparaître en 2 à 3 heures, donc le fumeur il va avoir besoin d'une deuxième. On va dans les récepteurs qui vont être fixés. Donc il ne va pas y avoir beaucoup de récepteurs libres. Et c'est ça qui fait que le fumeur il va augmenter progressivement. Parce que les récepteurs thermiques libres, donc il ne va pas fixer beaucoup de nicotine. Et il va avoir beaucoup plus d'envie de fumer. Et il y a des trucs aussi donc la privation provoque bien sûr des symptômes qui sont corrigés par l'administration. Les symptômes de la nicotine, c'est l'irritabilité, c'est des sueurs, c'est des céphalées, une hypercialorée, etc. Lui, il veut arrêter, il commence à il n'est pas bien dans sa peau et il a envie de fumer. Donc, tu m'as fait que il fume, mais il me dit de fumer ou non. Sincèrement, ce que les fume. Il n'y a pas de feu. Très bien. Donc, non, c'est juste pour nous donner un petit peu le cas clinique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il ressent. Qu'est-ce qu'il ressent. Il faut demander les fumeurs qui ça va vous orienter. Bon, nous sommes là, la demi-courte, c'est bon. La dépendance est mesurée par le test de Fargenstrom. Fargenstrom, c'est un Allemand. Là, les journées de la pneumo, c'était le plus grand la salle. Oui, donc je me souviens, c'était ma première question, je me avec le Dakar. Galou, c'est Fargenstrom. Je dois prendre une photo avec mes chevals et j'ai toujours gardé cette. C'est un Allemand, il est toujours en vie. C'est pas très essentiel à la classification à la vie. Donc il a fait la dépendance, c'est pour prendre en charge les malades en fait. N'importe quelle pathologie, on a le cancer, c'est des stades, vous avez la BPCO, c'est des stades, vous avez l'asthme, c'est des stades, le tabagisme, c'est des stades. D'accord? On peut être très dépendant, moyennement dépendant, là très dépendant. La dépendance, elle est forte. Donc vous avez les critères romains, vous allez poser les questions du malade, enfin du fumeur, qui vous malade et les canalimes, un retentissement du tabagisme, comme c'est tabagique, sans maladie pour le fumeur, je m'appelle Toche. Donc, nous, on a des fumeurs. Et j'ai pour moi, c'est un fumeur qui collectif, nous, vous êtes fumeur. Ce qui vous donne l'interrogatoire de la maladie, nous, vous êtes malade.
Et il faut rechercher l'hypermobilité et les maladies qui sont secondaires de tabac. Donc la première question c'est la première cigarette. Alors plus le fumeur, il est dépendant de la cigarette كاين اللي تفيتو في الودي تاعهم تو سامبلومون يحل عينه من يشعل السيجاره قبل ما يشرب القهوه تاعو هذا هو تري كومبا سي ان ديريكتومون حتى لو بروميي شيف بلوتو سي 3 طبعا سي 3 ديريكتومون ومن بعد قد ما يطول مع لو طون 6 30 مينوت كان يعرف الساعه كان يوصل كذا يبداو يهبطوا دونك لي شيفر par exemple, quand il est tout le par exemple, parce que ça y est, la Ramadan, il y a des gens qui se prennent la cigarette, c'est très grave. C'est l'équivalent de l'équipe, c'est 3. Mais je sais parce que العشية يفطروا يحس بها كي يقول لك مع نفطر بالسيجارات فمن هذا les 3. D'accord. Donc, le صايمين aussi, il faut poser la question avec les musulmans. Quand on a vous avez, est-ce qu'il peut s'abstenir de fumer dans les endroits interdits qui m'ont dit des conférences, des cinémas, des hôpitaux, des malades, des PCO, des services privés. Malade très loin des PCO, j'ai dit tout. D'ailleurs, il n'y avait pas de place. Il a fait une exacerbation. Je voulais lui faire un traitement juste en candidataire, etc. Alors, tu as رجعت كيف نصحك احنا شو تدير بكم قال لي راه تلعبوا انتم انا تحسبوا حد تحتونا ما والو non seulement c'était dans une salle تاع لي كونسير اللي كنت فيها لي مرات وشينيو عطاهم كل سيجارات parce qu'il était généreux je vais pas profiter tout seul tout le monde va profiter avec moi j'ai des chefs service وانا مش دخلت يا دكتور محمود مش دخلت قال لي واحد جونيور دايرنا باين السيرفيس في أغلب question. Toi aussi des clients qui t'ont l'air d'un problème. Et il y a des gens qui t'ont suivi, il y a des gens qui t'ont suivi, bon, c'est-à-dire, vous voyez l'accoutumance où les gens ils sont tentés. Elle a vu le sevrage tabagique, il ne faut pas seulement traiter le sevrage, il faut éviter qu'il y ait de malades récidives. Parce qu'il récidive, un an كامل ما تقدرش تقول un sevrage tabagique. حتى اللي يفوت عام وما تكيف حتى سيجارات باش تقدر تقول بلي بون وابخي on n'est pas rassuré après une année باش تقول rassuré à 100% c'est عامين بعد كنعاود نرجع après عامين donc c'est une autre شغل nouveau début شغل نحبس نحطوه بلي سو فغي وبعد عاود تحبس صح après 3 mois ولا 6 mois vous pouvez pas parler de sevrage يقول لك عندي يومين ما تكلمش يدخل لوبيتال c'est الحاج كيف غنتكلم ولا غير يقولوا لك ما حبسش غير ما عندي يومين غير حبست pour lui c'est un sevrage alors là on le compte d'accord donc il faut aller jusqu'à une année plus pour dire que le tabagique il est sevré vous avez donc la cigarette est-ce que vous pouvez renoncer à une cigarette d'asphalt si donc le total كان قال لكم يقدر يسكري واحد على شيء ولا لا تهبط vous avez les intervalles quand ils sont rapprochés les premières heures de la journée plus il صباح بزاف plus c'est grave donc il est dépendant celui qui peut supporter toute la journée او يخدم ملاتي كلها ما تجيش حتى العشيه كيريح في الدار ما يديرش شي ديال التلفزيون يبدل عليه هذا لا ديبوندونس ناقصه شويه parce qu'il y a des gens qui fument même au niveau du travail c'est un peu de manière à fumez-vous quand vous êtes malade هذا كان قال لك وي donc c'est des malades pour sevrage 2 jours pour lui il a arrêté alors qu'il a une pneumonie grave donc on va faire l'interprétation. Vous allez classer vos fumeurs. Vous allez classer des pas dépendants jusqu'à 2, jusqu'à 4 c'est faible, jusqu'à 6 c'est moyenne et à partir de 10 on va dire que la dépendance elle est forte. Pour pas de dépendance, on va voir la conduite à tenir pour chaque partie. Pardon, prise en charge. Voilà, donc quand vous avez un malade qui a une faible dépendance, il faut beaucoup plus donner des conseils
Des conseils كيفاش قال الحاج ما تكيف والدخان مش مليحه ودير الكونسير غامض. Il faut pas aller trop vers ces termes. اللي قلتها بالذمه. Il faut pas utiliser les gros mots d'emblée عند un malade que vous allez sensibiliser. Il faut utiliser des mots plus doux. قال le tabac il est cher. هذيك 20,000 ولا 30,000 اللي تشري بها هي الحاجه وتجيب بها ماكله تاكلها تزيد فيه كتنقص شويه دم عندك شويه انيمي ناقصك شويه طاسيون هكا كيدخن شويه العائله تاعك على بالك يقدر يبدي الامراض وكلها. faut pas commencer directement avec ça provoque le cancer. يحبس ولا لا؟ Non, باش يحبس le conseil minimal il faut aller tout doucement. Il ne faut jamais utiliser les mots forts. On va les utiliser à le temps. C'est la première consultation. À la première consultation, on va dire الدخان سيما كيكون مرتبط بالكانسر. والله لا رجع. لا يقول لك هذا طبيب يقول لا لا يقول خلي قادر يروح يحضر يقول لهم قال لي عندي كانسر. أو ما يقولهمش قال لي قادر يحمل يروح للدار ديك خيمة قال لي عندي طبيب كانسر. même في ما يقولهمش في الفراش. C'est par expérience que je vous dis, moi j'ai travaillé 32 ans dans la médecine. C'est-à-dire on a fait un grand parcours avec les malades. Donc le malade algérien est spécial. Attention. On a vu des malades étrangers. Des malades étrangers, il y a une certaine éducation où ils sont compréhensibles. Les malades algériens, ils transforment la vérité qu'ils voulaient dire. Beaucoup de malades يقولوا عندك يحمل يقول لك كمل. يقولوا له باغ اكزومبل ما تاكلش هذيك الحاجه يقول لك راح يقتلني. وي يقول لي ما تاكلش ما ديرش انا ما راح نموت انا ما راح وي عندنا حنا لي زالجيريان en général on a un caractère un petit peu dur. نجيو بالعقليه نجيوش بالتصور في كلش نجيو بالعقليه. طيب ما دوكا كل جاو الحكومات تاعنا يوتيليزيو العقليه معانا. Peut-être que Jazair n'a rien avec eux. Comment ils ont utilisé la force contre tout le monde. Donc c'est pour ça on est un petit peu rebelle. Donc il fait le conseil minimal. Je vous conseille d'aller tout doucement. Vous avez des dépliants. Normalement on fait la consultation anti-tabac. Il y a des dépliants. Ils sont فيها le tabac, الحوايج اللي مش نتاع فيها وكلها sans trop expliquer. هذا الإنسان اللي يقرأ. Il va être قال هذه ديها كيف فهمك بشويه وكيشوف تصاور dans un dépliant il y a des photos. Il y a par exemple des films un bébé هكا وشي صار يفوتوا لابسو ندير وشي لا مالادي اللي مدها. الأول تفهموا هو اللي لو تابا يفوت اكسترا ومن بعد مع لو طون يكون يدير un de pathologie etc. Ils sont donc le conseil minimal doit être fait chez tout patient. Tout patient entre la consultation, il faut demander 2 questions. On va voir, est-ce que vous fumez? Si vous fumez, depuis quand? Voilà. أي واحد يجيك لا كونسلطاسيون تفضل الحاج الحاجة بنتي بنيك سيتيرا وعلى واجيت بشوية ماشي وش بيك وش بيك قال لي وش بيا كون جيت على بالي وش بيا ما نجيكش tout simplement il te répond directement donc il faut être un petit peu diplomate في la façon de poser les questions. Mais il faut toujours poser la question le tabagisme. Donc s'il vous dit il fume, donc il faut avoir le consentement du tabagique. On ne peut pas arrêter le tabac الواحد هو ما بغاش يحبس. لازم اللي يديه هو في راسه تكون مور. هو باغي يحبس وما قدرش. باش انا نقدر نعاونه. Il faut la volonté. Il faut que هو يكون قابل. Il veut arrêter, mais il n'a pas pu. Il a essayé plusieurs fois, il ne peut pas. En tant que médecin, en tant que tabacologue, il va l'aider à arrêter ou ou n'importe médecin. Ça peut être un généraliste qui a fait de la tabacologie. Donc s'il vous dit qu'il ne veut pas arrêter, vous ne faites rien du tout. Vous allez le stimuler. تفضلها وكان دير اليوم طابا ماشي بيه وكاين بزاف ناس يكونوا كبير ويفزك في الحياه تاعك اكسترا اكسترا وتعلم لها كل تعطيها ديك اليوم راه كان يقرا ولا كان معقول تشوفوا في القرا تو سامبلومون مي تخليه يخمم قول له خمم كمان وكان شفت راح تحتاج تقول لي لا راني قالك قال قول له راسيوري باش يعاود يرجع لك. S'il vous dit oui, il veut arrêter, là,
on va faire un traitement, on va voir la conduite à tenir. Maintenant, s'il ne fume pas, là aussi il faut le sensibiliser. D'accord, donc il faut quand même donner un conseil. Et s'il vous dit oui, il a fumé, mais il fait des rechutes. Chaque fois, il faut là, il faut le prendre en charge. Il faut le prendre en charge. Donc, dès le des conseils, il faut le prendre en charge. Quand je vais passer. Donc, il s'adresse la consultation à des patients motivés, hein, volontaires. On les sensibilise, on n'oblige pas. Hein. D'accord. Donc, les différents traitements. Donc, vous avez, puisqu'il y a la nicotine, il y a le produit. On ne peut pas donner des médicaments contre les éléments. Il y en a 4000 éléments. On va lui donner des médicaments, on ne peut pas. Donc on va agir sur la substance de l'accoutumance. Il y a la nicotine. Ou le musculaire, on toujours un niveau de nicotine. Donc on va faire ce qu'on appelle un traitement substitutif de nicotine. On va substituer la nicotine en fonction de la dépendance. On va voir que je me tous les patchs. On augmente. Quelle la dépendance elle est faible, donc le substitut est faible. On peut donner des patchs, on peut donner des chewing-gums. Vous avez des comprimés, vous avez même des inhalatoires. C'est de la nicotine. Vous avez beaucoup c'est-à-dire beaucoup de produits, des films de la nicotine. Ou là, en fonction de quel il préfère marcher. Donc, vous lui donnez du chewing-gum. كاين واحد يقول لك انا شويه ما نشتيش نديرو باتش كاين واحد باش تحيلو لو جيست الجيستوال تاع كاين دي فيمور ميم راهو واعر حاب لا سيجاره في الغالي طافيه يستنى بدا يشعل باسكو هذا يسميوه لو جيستوال سي l'accoutumance تاع لو جيستوال لو جيست في حد ذاته. Et pour ce patient, si je donne un inhalatoire, il va l'utiliser comme une cigarette qui est sur les souches. كيف يلبس السيجاره إذا حاسس بفمه ويشرب. D'accord. Donc même le gestuel il dit l'accoutumance. Donc il faut essayer de substituer le geste. Donc vous avez tout mal, le médecin selon l'interrogatoire, il va donc préférer une substance par rapport à une autre. Est-ce que c'est obligatoire de donner ce traitement? Oui. إلا قلنا لازم تكون عنده هو لا فولونتي باغي يحبس ما قدرش. بس هو لا يقدر يحبس وحده. ما ينفع ما يجيش. وبدا يجي كيبغي يحبس ولا نص ميدسان دارو يحبس ويروح عند الطباكولوج يقول له او بعد الدكتور قال لي لازم تحبس وانا ما قدرتش وحدي. دونك تحبس ونرجع ولا ما قدرتش نحبس خلاص. فهمتيني؟ سي لا اون بو اجي. دونك حنا نقولوا يجينا on est obligé de lui donner. On peut faire par exemple une sensibilisation, une séance, deux séances. Mais si on trouve qu'il ne peut pas, il faut passer la méthode. Oui. Il y a une spécialité de tabacologie. Oui. La tabacologie, c'est tous les pneumologues sont tabacologues. Parce qu'on fait de la tabacologie, les mots du Médana, le Résidana, et il y a des généralistes qui peuvent faire des formations en tabacologie. Donc c'est un grand chapitre de la tabacologie. C'est pas où je fais pour faire sur le dit, donc il y a, c'est toute une spécialité. Là, on va vous donner, c'est-à-dire les grandes lignes pour la prise en charge d'un tabagique, mais on ne peut pas être dur. Tu lui mets un cancer. Même un malade avec un cancer, tu ne peux pas l'obliger à faire de la chirurgie ou de faire la chimie. Tu dois laisser, tu dois avoir le consentement d'un patient. Le geste chirurgical qu'il veut opérer, on ne le fait pas en Algérie, c'est les contre la triade. Mais bon, en France, ils te donnent, il est avec. Tu vas تقرا هاي الانستيزيا واش ديرها ولا الاخر الانجكسيون واش ديرها والبرفيزور والادرينالين وهاي لازم اكسيتيرا اكسيتيرا تعطيك كل لي ريسك بوسيبل تسمي عليه من تحت في التبصم كان بدا ما قادر on doit avoir le consentement. C'est pour vous dire que le consentement c'est très important. تعطيه un traitement antibiotique قال الحاجه ولا الحاجه عندك المرض ولازم تشري الدواء هذا وسيف وكل يروح هو للدار والله ما عجبني الطبيب هذا والله مانيش عارف يشوف
Mais si tu as le consentement, donc le consentement c'est très important. Fait n'importe quel traitement, fait un acte chirurgical, fait un traitement, d'autant plus fait le tabac. Parce que le tabac c'est volontaire. Voilà راح يديروا من راسو. Donc أنا باش نقول له حبس لازم هو في مخه طيب هذيك l'idée. Hein, c'est ça le consentement. Oui. Diminue le Covid. Oui. Mais après ça a été rectifié. Ça a été rectifié. Non, ça a été rectifié. Ça a été rectifié, c'est une étude qui a fait beaucoup d'écho. Pourquoi? Parce que je fais le LBA. Chez les sujets fumeurs, on a beaucoup de lettres aussi. Quand on fait l'LBA, le fumeur, c'est qu'il y a des lettres aussi qui va faire la sarcoïdose par exemple. La sarcoïdose, les lymphocytes qui le LBA, c'est des cas susceptibles supérieurs à 2. Chez le fumeur, on a beaucoup de lymphocytes. Et les lymphocytes, c'est quoi? C'est des cellules qui vont intervenir contre les virus. Et automatiquement, ils ont dit que c'était une étude qui était très restreinte. Et ils ont pris que les sujets tabagiques sains, sans comorbidité dans le tabac. Et automatiquement, ils ont constaté, dans une étude qui n'était pas très scientifique, c'est une étude biaisée, qui n'est pas de grande envergure, donc on ne peut pas la prendre en considération sur le plan scientifique et épidémiologique. C'est vrai qu'ils ont trouvé, parce que l'un des fumeurs jeunes, c'est une étude qui a été faite 40 ans et moins, et automatiquement, ils ont beaucoup de lymphocytes, automatiquement, les lymphocytes, ils agissent en cas de virose. Et ils ont fait le pourcentage, ils ont moins de Covid. Maintenant, ils vont arrêter. Parce que ça ne sert à rien de favoriser le tabagisme. Maintenant, on va se retrouver après le Covid avec des cancers et des BPCO. Ça a été très critiqué l'étude, mais ça a été très critiqué et ça a incité beaucoup de questions. Effectivement. On va les justifier, mais un petit peu dans le cadre taha. Parce que si on sort du cadre, ça devient anormal. Mais si on reste dans le cadre de l'étude, elle est acceptable. Mais on a fait les études scientifiques, on ne reste pas, par exemple, le tabagisme, ça peut atteindre toute une population. Donc je ne peux pas prendre avec le cadre de l'expérience pour le généraliser. D'accord? Voilà. Et vous avez aussi, donc après de la nicotine, au début il n'y avait pas de médicaments contre le tabac. Il y avait le bupropion. Le bupropion, ou là le Ziban, je sais pas. Et d'ailleurs, il n'était pas commercialisé en Algérie. Il a un effet de transmission neuroleptique beaucoup plus. C'est un antidépresseur, un petit effet neuroleptique, etc. Donc, il voulait beaucoup plus traiter le psycho-comportemental du patient. Et c'est pour ça que les malades, ils ont vu les fumeurs. Les troubles psycho-comportementaux, ils mettent l'antidépresseur avec un petit effet anxiolytique et ils ont pu arrêter le tabac. On va l'utiliser. Mais ce n'est pas un médicament pour anti-tabac. Le premier médicament directement contre le tabac, c'est la varenicline, c'est le Champix. Mais le Champix, là aussi, maintenant les études, il a été commercialisé en Algérie pendant quelques années, il était trop cher. Donc généralement les gens qui fument, c'est une partie qui est quand même, c'est pas les gens qui sont étudiants, qui ont un travail, qui fument. C'est les gens qui n'ont pas de travail, c'est les pauvres, la majorité, là, je parle. La majorité, ils ont des problèmes, donc au niveau social, c'est pour ça qu'ils recourent le tabac, c'est pour compenser un petit peu la règle difficile. Et automatiquement, c'est des gens qui sont pauvres, ou là de classe moyenne. Et ils ne peuvent pas se permettre le Champix. Après, il a été retiré de l'Algérie, mais retenez, c'est les deux médicaments qui sont utilisés c'est-à-dire quand on a une dépendance importante. Pour la conduite à tenir, donc on va faire la dépendance nicotinique selon le test Fergostrom.
Et puis, la conduite va être selon la dépendance. Quand on dit une dépendance faible, généralement, il n'y a pas de comorbidité. Mais à partir de la dépendance moyenne, il faut commencer, même si le malade ne veut pas arrêter de fumer, il faut rechercher les comorbidités qui sont secondaires de tabac. Donc, on va rechercher un problème cardiaque, une dépression, une bronchite chronique, une artériopathie, toutes les pathologies qui ont un rapport avec le tabac. Et puis, on va bien sûr faire un accompagnement, donc un entretien de motivation. Une dépendance moyenne, là, il faut le motiver, il faut toujours le sensibiliser pour arrêter. Et l'accompagner psychologiquement, il faut voir si vraiment le comportement psychologique que je fais, il faut l'orienter vers un psychologue. Et si on est un bon tabacologue, on fait de la psychologie. Je suis faut se mettre dans la tête. J'ai toujours dit à mes enfants, vous êtes mes enfants, tant que c'est humain, c'est pas extra-humain. Ici, il faut avoir de la volonté. Quand j'ai 19, j'ai 19. Quand j'ai 18, j'ai 18. Bon, il y a des facteurs. Mais quand on dit 19, on dit 16, c'est déjà bien. On a dit 15, c'est déjà bien. Il faut toujours qu'il y ait tout le bon côté et que c'est faisable, la faisabilité de la chose. Si vous voulez arrêter, c'est faisable. Mais là, la zone trop mûr faire un scrap. D'accord? Donc l'accompagnement psychologique et le traitement pharmacologique, les dama aller. Bon, je vais rester là. Je ne vois pas de loin. Donc comment on va faire? On évalue la dépendance. S'il est faible, donc c'est bon. Et laquelle le malade a des troubles cognitivo-comportementaux, même si elle est faible, on peut donner des substances nicotiniques pour favoriser l'arrêt du tabac. D'accord? Faible, ça a des troubles. Donc il a tendance à s'aggraver. Donc là, on peut l'aider. Avec une idée qui m'a dit toujours le malade motivé. Jamais le malade moche motivé. Pour faire le traitement, il faut un malade motivé. Faible ou la moyenne ou la forte, ça c'est... c'est-à-dire la conduite, elle est différente. Bien sûr, il faut toujours prévenir le rechute. À 6 mois, mazal risque. À 1 année, mazal risque. À 2 ans, on peut dire ça y est, il est sevré. Sauf s'il reprend, c'est à nouveau. Maintenant, moyenne, donc il faut rechercher les maladies, plus bien sûr les maladies et faire un traitement de substituts nicotiniques, c'est les TNS, et soit le Champic, soit le Bupropion, un traitement médical, pharmacologique. Et bien sûr, il faut prévention des rechutes. Parce que la tabacologie, le malade, c'est-à-dire le tabac, un tabagique, il y a une comorbidité. Il suffit de trouver une comorbidité, il y a un malade. Quand j'ai le stade fait moyen, donc déjà des maladies, donc les malades, il faut le voir. 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois, ben je dis pas. Toujours, il te fait confiance. Quand il a besoin, il gicle. Et même en dehors de rendez-vous terme, vous ouvrez votre consultation. Si vous n'êtes pas bien, venez me voir. Puis le moment où les mecs, je filme les, je pense à mes rechutes. Donc il faut faire la prévention des rechutes. D'accord? Quand c'est la dépendance, voilà, il faut faire de la prévention. Et normalement, on a terminé plutôt. Si vous avez des questions, sinon on arrête. Normalement, c'est expliqué. Bon courage.